une vingtaine d'objets sculptés. La plupart sont en marbre. Des visages que le limon du fleuve a parfaitement conservés. Ils ont près de 2000 ans. Parmi eux, un visage reconnaissable entre tous. Jules César, tel qu'il était vraiment de son vivant. Une pièce d'une valeur exceptionnelle. Il y a quelques jours, la statue a été remontée et mise en sécurité sur ce bateau qui sert de base à la mission. Mignon, je peux te la passer là? Tu vas prendre délicatement, tu vas la caser. Après tu la cales. Sur la berge? Non, pour l'instant, mais là sur l'arrière, là. L'équipe comprend une vingtaine de plongeurs archéologues. Chacun d'entre eux passe près de 6 heures dans le Rhône tous les jours. Tous les objets découverts sont stockés ici, dans le plus grand secret, à l'arrière du bateau. Une semaine après le début des fouilles, la cabine du fond est déjà pleine de trésors. Des marbres antiques, entiers ou en fragments. Et surtout, le portrait de Jules César. Pour Luc, une pièce d'une valeur historique inestimable. Ce qui est intéressant, c'est que loin des représentations divinisées de César, on a affaire ici à un portrait très expressif d'un homme âgé. Et il y a toutes les chances que ce portrait ait été fait de son vivant, peut-être d'ailleurs au moment où il a fondé, tout simplement, où il a créé cette ville d'Arles et qu'il en a fait une ville romaine. En 46 avant Jésus-Christ, Jules César fonde la colonie romaine d'Arles. La ville se dote alors d'un forum, d'arènes, de remparts. Arles est aujourd'hui la ville de France la plus riche en matière d'antiquité romaine. L'ensemble est classé au patrimoine mondial. Retour sur le bateau des archéologues. Les heures qui viennent vont être cruciales. Cette tête-là, en marbre aussi, c'est visiblement un dieu barbu, moustachu. Il s'agit soit de Jupiter, soit de Neptune. Et les éléments de fracture ici, relativement frais, laissent penser, par rapport aux autres éléments de sculpture qu'on a retrouvés, qu'il y a peut-être la suite de cet élément dans l'eau. C'est ce qu'on est en tout cas en train de rechercher. Quelques heures plus tôt, l'équipe a repéré un corps en marbre. Christelle, qui s'occupe des images sous-marines au sein de la mission, va tout d'abord le filmer et le photographier. Il se trouve à une vingtaine de mètres de la rive, au milieu de toutes sortes de déchets jetés dans le fleuve. Le corps mesure 1,20 m. Il est en marbre blanc. La forme des cassures au niveau du dos n'est pas sans rappeler la tête que nous venons de voir. Sa position exacte est enregistrée avant sa remontée en surface. Bon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le moment le plus critique, ça sera celui-ci. C'est quand on va hisser l'échelle. D'abord, je dirais, comme ça, si le quai est dans ce sens-là. Donc l'échelle, on va la hisser comme ça. Et après, on la fait pivoter. Et on la pose sur le quai. Et là, lorsqu'elle sera là, on aura passé le cap le plus difficile. Attention de ne pas arracher toutes les mousses lorsque ça va ripper contre le... Le courant pourrait le déstabiliser ou l'emporter, et les plongeurs en perdraient alors le contrôle. Le courant, particulièrement fort dans le Rhône, les entraîne un instant avec leur trésor. Un moment d'inquiétude pour Luc, mais très vite, l'équipe parvient à rejoindre la berge. Ça y est, ça va. Il se rapproche, ouais. Une dernière étape, encore plus délicate. On se repositionne là, les gars? Hisser le corps sur le quai. Attendez, hein. Ouais, on le tient, on le tient.
les doigts, Jean-Luc. Attention les doigts, Jean-Luc. Jean-Luc, les doigts, Jean-Luc. Ok, on peut poser. Vers moi. Voilà, posez. Voilà. Posez. Pose doucement. Attention les doigts. La statue est sauvée. Voilà, il faut enlever les ballons. Elle nous parvient sans une égratignure. Vous nous dites quand vous y êtes, c'est bon? Le bateau se trouve à quelques dizaines de mètres. Ça va toi? C'est bon pour vous? Attention là. C'est bon, Jean-Max. Oh. Les archéologues sont satisfaits, rassurés que la statue n'ait subi aucun dommage. Mais il reste encore une interrogation. Alors, c'est l'instant de vérité. Cette tête, découverte quelques jours plus tôt, va-t-elle trouver sa place sur le corps? Un moment de doute. Alors? Non. Attends, pas complètement sûr. Pas sûr à 100%. C'est pas sûr à 100%. Si, en fait. Si, ça colle. Si. Ça colle complet. Ça colle. Côté, là, ça colle, ouais. Ouais, en fait, c'est un morceau d'épaule qui manque. De toute façon, tu peux comparer Tu l'as les barres. mis. Il faut qu'on la recolle dessus. Pour Luc et pour toute son équipe, c'est une grande victoire. C'est Jupiter, je pense. Parce que c'est un corps d'Apollon, mais c'est un barbu ou un Neptune, en effet. Neptune ou Jupiter, C'est sûr. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'attribut. S'il avait un trident ou s'il avait la foudre ou un aigle, on pourrait dire c'est l'un ou l'autre, sûr. Tant qu'on n'a pas trouvé un attribut, on ne peut pas le déterminer vraiment définitivement. Quelle époque? Premier ou plus tard. On a vraiment Les pupilles ne sont pas incisées et en plus l'aspiration elle est tellement hellénistique. hellénistique. C'est superbe. Luc et son ami Eric, professeur d'histoire de l'art, s'interrogent. Jupiter, fin de la mission de sauvetage de la statue et début de l'enquête pour découvrir son identité. Trois jours plus tard, Luc et Eric ont trouvé la solution. Bon, Eric, j'amène le morceau là, avec les rosses. Grâce à un autre fragment découvert quelques jours plus tôt et qui correspond à la cuisse de la statue. C'est une découverte que vous avez faite? Oui, c'est Eric hier, là, on était en train de parler de genoux de notre Jupiter. Et en fait, on s'est rendu compte que ça colle, mais alors, pile poil, voilà. Bon, il manque un petit éclat, mais ça y est, on a retrouvé la cuisse de Jupiter. Et le problème, c'est que c'est pas Jupiter. Et que c'est pas Jupiter. Parce que du coup, En le retournant, qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on avait déjà remarqué d'ailleurs. Ouf. C'est que, aïe, on a un Eros qui chevauche un dauphin. Et conclusion. Sa conclusion, c'est le frère de Jupiter, c'est Neptune. C'est Neptune. C'est le Neptune qui trouve sa place Au bord du Rhône. tout logiquement au bord du Rhône. Dans un contexte Top de du marin et de bateau. On est les plus forts. Ça. Luc n'a plus qu'une idée en tête. Trouver les éléments manquants pour compléter la statue. Le jour même, les plongeurs lui signalent un fragment qui pourrait appartenir au Neptune. Il part aussitôt à sa rencontre. Les deux pieds d'une statue en marbre blanc. C'est bon signe. Autre bonne nouvelle, le piédestal est inscrit. Et pour les archéologues, ces inscriptions sont inestimables. Sur place, en situation, Luc collecte toutes les informations avant la remontée en surface.
Décollez-le. Sur le pied. Sur le pied. Ben voilà. Attention. Doucement, doucement. Oh, doucement, doucement. Attention les doigts, Luc. Allez, on va pousser à 3. Ouais, c'est bon. C'est bon. Voilà. 2 et 3. Ah, ça va. Luc va aussitôt tenter de le reconstituer. Piédestal. On va mettre... Oh, attendez. Ne basculez pas. Un marbre antique, presque entier, c'était inespéré. Les fragments collent. Une petite épaisseur. Petite épaisseur, Gérald. Juste. C'est un nouveau pari réussi pour les archéologues. C'est une pièce de musée La majesté divine. De nos 3 empereurs, Auguste, OGG. NN, donc de nos Donc 3. là, avec ça, grâce au calque, on le savait, c'est nos 3 empereurs. L'inscription est du 3e au 3e, 3 empereurs. C'est Septime Sévère, Caracalla, l'État. Absolument. Et donc, on est dans une année précise. On est en 210. Et là, c'est aussi rarissime de pouvoir dater quelque chose Attends. à l'année près. Quoi. Ouais. Et alors attends, 210, début 3e, la statue n'a pas trop souffert, elle n'est pas usée, elle a été cassée lorsqu'elle est tombée à l'eau. 40 ans après, vers 250 ou 245, première destruction, première invasion, saccagé, ouais. Le quartier saccagé. On pourrait penser que ça c'est fait en 210 et qu'en 245-250, elle est saccagée. Elle est mise à l'eau. Elle est saccagée par des invasions, il y a des barbares, des mal barbares, identifiés, ouais. quoi, mais bon, c'est une possibilité. L'inscription est signée par les membres d'une corporation, celle des mariniers de la cité d'Arles. Les hommes qui régnaient sur la navigation sur le Rhône dans l'Antiquité. Attends, il faut qu'il le laisse un peu en l'air. Comment cette statue s'est-elle retrouvée au fond du fleuve? Lève-toi, Eric. Appartenait-elle, comme le pense Luc, à un quartier disparu de la ville d'Arles? Les archéologues vont bientôt en avoir la confirmation. Dans les jours qui suivent, des vestiges d'un autre type sont découverts dans le Rhône. Des éléments d'architecture qui confirment la théorie de Luc. Il y a 70 kilos. Stèles, fragments, bases de colonnes. À l'époque romaine, sur cette rive du fleuve, les constructions étaient riches et nombreuses. De la rive gauche, on connaissait le patrimoine antique. Rive droite, là où ont lieu les fouilles, jusqu'à présent, c'est presque l'inconnu. Ici, l'histoire s'écrit en direct. Ce matin, toute l'équipe est mobilisée. Au fond du fleuve, ils ont repéré une pièce monumentale. C'est un chapiteau. Première étape, le dégager en aspirant les gravats qui l'emprisonnent. Pour cela, les plongeurs disposent d'un aspirateur très puissant. Le chapiteau, un énorme bloc de calcaire, va remonter avec un parachute gonflé d'air. Une erreur de manipulation et il pourrait écraser un plongeur. C'est pourquoi Luc les rappelle en tapant sur les quais. À ce signal, ils doivent immédiatement sortir de l'eau. Étape suivante, le chapiteau est tracté par le Zodiac. Monte, monte, monte. Luc est inquiet. Du coup, le chapiteau est à combien de mètres sous la surface? Il y a 3 mètres. 3 mètres. Trop proche du lit du fleuve, le chapiteau pourrait heurter le sol et se briser. Amarre-nous, amarre-nous, amarre-nous.
Ok, c'est bon, il a. Opération réussie. Attention, attention. Le chapiteau est intact. S'il est beau. Attention, Chris. Chris, lève-toi. Une pièce pareille appartient à un temple de grande taille. Pour l'équipe, c'est une nouvelle pièce du puzzle. Voilà, parfait. Ça, c'est bien. Bravo à vous. Oui, c'est là-bas. Ça prouve au moins que sur la rive droite, côté Trinquetaille, il y avait des édifices qui rivalisaient en majesté avec ceux de la ville en face, quoi. Parce que ça, c'est sans doute un édifice, soit une basilique, soit un temple, dont les chapiteaux culminaient à 7-8 mètres de haut. C'est quelque chose de grandiose. Jamais, jusqu'ici, on n'avait soupçonné la présence d'un grand monument sur cette rive du Rhône. Luc continue son enquête et prend la direction de Glanum, près de Saint-Rémy-de-Provence, à 30 km d'Arles. Glanum, cité antique abandonnée par ses habitants au IIIe siècle après Jésus-Christ. Luc et son ami Eric, le professeur d'histoire de l'art, veulent comparer leurs découvertes à ces vestiges parfaitement conservés. Ce qui les intéresse ici, par exemple, c'est un monument funéraire, le seul mausolée antique encore debout en France. Les chapiteaux sont un peu plus petits. Ouais, les feuilles d'acanthe sont ciselées un peu de la même façon. Un chapiteau corinthien comme celui découvert dans le Rhône. 6, 7, ça fait plus de 8 mètres, ça. Et dans une chapelle, au sommet de l'édifice, les familles riches exposaient les statues des défunts. À quelques mètres, Alors voilà l'arc. un arc de triomphe, caractéristique des villes romaines, comme celui dont Luc croit avoir trouvé les vestiges dans le Rhône. On a déjà l'élévation, la majesté de cet édifice, donc, qui est composé de gros blocs avec des pilastres et puis des colonnes qui sont engagées justement, elles ne sont pas complètes. Une partie de la colonne est dans la maçonnerie, en fait, elle est incluse. Donc ce sont des colonnes qui ont été taillées. Et on a aussi des éléments de colonnes de ce type dans le fleuve. Donc on peut imaginer qu'il y avait à côté de ces mausolées, comme ici en fait, sur le bord du fleuve, des mausolées de cette taille et puis un arc avec pourquoi pas la statue de César, en fait, le fondateur de la cité, et cet arc qui sert de porte fluviale entre les deux villes, on va dire. Observer ces monuments, ici, à Glanum, va permettre de mieux comprendre les découvertes du Rhône. À partir de ces éléments, Luc va maintenant laisser libre cours à son imagination. À quoi ressemblait la cité au 1er siècle après Jésus-Christ? Retour en Arles pour une première esquisse du quartier disparu sur la rive droite du Rhône. J'essaie de remettre dans le même plan à peu près tout ce qu'on a trouvé. Ce ne sont pas forcément des choses qui vont toujours ensemble, c'est le problème. Moi, j'imaginerais bien cet arc du Rhône devant un débarcadère d'un grand bac qui faisait la jonction entre la rive droite et la ville pour justement permettre à des grands navires de traverser avec leurs passagers. Enfin, c'est une hypothèse, mais... À partir des dessins de Luc, on peut imaginer ce qui se trouvait ici même il y a 2000 ans. Le port antique d'Arles et ses hangars à bateaux, des entrepôts où les esclaves chargent et déchargent des milliers d'amphores venus de tout l'Empire romain. Un peu plus au nord, des temples et des villas construits par les grandes familles de la cité, des commerçants, des armateurs, des magistrats. Comme à Glanum, des mausolées pour les défunts les plus riches et pour les personnages importants. La jeune fille dont le buste a été découvert dans le Rhône prenait sans doute place dans une chapelle, un édicule dans le vocabulaire de l'époque. À présent, voici l'arc du Rhône,
à la gauche duquel Luc imagine la statue de César, le fondateur de la ville d'Arles. L'arc du Rhône fait face au fleuve. Dans l'esprit de Luc, les Arlésiens traversent le Rhône à cet endroit. Ce matin, Luc poursuit son enquête au musée d'Arles, qui se trouve au bord du fleuve, face à la zone de fouille. Il doit retrouver la statue de Neptune. Benoît Coignard, restaurateur d'art, fait une première tentative d'assemblage. Sous le regard de Claude Sintès, le directeur du musée. Descends encore un tout petit peu. Hop, stop, 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 là on va être en appui. Cela va permettre à Luc de se faire une idée plus précise de la place et la fonction de la statue. Je découvre dans sa, on va dire, majesté verticale maintenant, parce que je l'avais vu couché en morceaux. Là, il regarde le Rhône. Il regarde les bateaux qui passent. En fait, il regarde le monde qu'il gouverne, quoi. C'est ça, quoi. Je veux dire, quand on voit son regard, quand on voit où il était placé, forcément, ce qu'il regarde, c'est le fleuve. Et peut-être il regarde les bacs qu'il protège. Enfin, moi, je le sens comme ça. On a vraiment l'impression qu'il y a le lien entre la statue et le fleuve. Parce que ce regard-là, c'est vrai qu'il est au-dessus des hommes, en tout cas, qui sont à ses pieds. Il regarde vraiment le fleuve. Il regarde très loin. Il regarde même les bateaux qui passent, il regarde les... Dans l'esprit de Luc, la statue est disposée en hauteur, en surplomb du Rhône. Le Neptune protège les marins qui prennent la direction de la Méditerranée et ceux qui remontent vers l'Europe du Nord. Le tableau de la rive droite du Rhône se précise. Luc imagine la statue à un endroit stratégique, à l'entrée d'un temple qui lui est dédié. Le dieu jette un regard bienveillant sur ceux qui s'apprêtent à passer sur la rive opposée. Le Rhône est en effet le fleuve le plus profond et le plus dangereux d'Europe. Les mariniers d'Arles proposent leurs petites embarcations pour la traversée des marchandises et des personnes. Un peu plus loin se trouvait un pont de bateaux. Les historiens en ont la preuve. 15 bateaux au moins, attachés ensemble, soutiennent une large passerelle. Ce pont ingénieux faisait la célébrité d'Arles dans tout l'Empire. C'est cette cité prospère que les barbares mettent à sac, à plusieurs reprises, à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et ce matin, les archéologues croient avoir trouvé de nouveaux vestiges de ces terribles destructions. La jambe gauche est en avant. Voilà, et l'autre elle est dans le sédiment. La jambe elle est dans le sédiment. Christelle, chargée des images sous-marines sur la fouille, a filmé une nouvelle statue. En fait, je pense qu'il est en position en train de courir. Elle est encore au fond du Rhône. Alors les mains, là, on voit les mains, là. Les mains, voilà. Et ouais, elles sont pas attachées, elles sont croisées derrière le dos. Ah mais voilà, celui qui a les mains tenues dans le dos et qui sont pas attachées, c'est Marsyas. Jean-Luc, le chef plongeur, part aussitôt la récupérer. La statue sera placée et sanglée dans ce berceau. Elle mesure 75 cm. Et la grande nouveauté, c'est qu'elle n'est pas en marbre, mais en bronze.
Là, directement là-dessus. Ouais. Alors, verdict. Marsyas, pas Marsyas, guerrier captif, Il est super. un esclave. Magnifique. Il est Moi, magnifique, Luc. plutôt Marsyas parce qu'il est vraiment de Ouais. qualité. Il est trop beau pour Ouais. être un barbare. Marsyas est un silène, un faune, donc c'est un homme, enfin mi-homme, mi-animal, et qui avait défié Apollon dans le cadre d'un concours musical. Donc lui jouait de la flûte double ou de la flûte de Pan. On peut l'associer aussi à Pan. Et évidemment, le dieu Apollon et sa cithare a gagné le concours. Et du coup, la peine encourue par celui qui avait été vaincu, en l'occurrence Marsyas, était d'être écorché vif. Et si on ne se trompe pas, dans cette composition-là, on est au moment du jugement, où effectivement, il est maintenu par 2 soldats qui vont l'attacher à un arbre et l'écorcher vif jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est un chef-d'œuvre. Et une nouvelle énigme. Un bronze antique, c'est une découverte exceptionnelle, rarissime, car le bronze est un métal précieux dans l'Antiquité. Il est souvent fondu pour être réutilisé. Alors, comment cette statue de Marsyas s'est-elle retrouvée au fond du fleuve? Pourquoi n'a-t-elle pas été récupérée? En attendant d'en savoir plus, il faut immédiatement la protéger. Pour éviter la corrosion, les archéologues l'immergent dans de l'eau douce jusqu'à son départ pour les ateliers de restauration. La statue est maintenant à l'abri. Mais ce n'est pas le seul bronze que l'équipe va découvrir. Un autre chef-d'œuvre apparaît au fond du Rhône. Un visage féminin, délicatement sculpté. C'est une victoire, la déesse symbole de la puissance des armées romaines. Un autre bronze qui, si on le regarde avec attention, présente à plusieurs endroits des nuances de couleur jaune. Luc pense à de l'or, c'est une affaire à suivre. La victoire et le Marsyas, 2 éléments de plus pour la cité que Luc a dans son esprit. La victoire devait avoir sa paire. 2 hauts reliefs sont adossés à l'arc du Rhône, pas loin de la statue de César. Quant au guerrier captif, le Marsyas, Luc le situe en léger retrait par rapport au Rhône. Dans un jardin public pourrait se trouver une fontaine ornée de personnages de la mythologie grecque. Le symbole de la victoire des Romains sur les peuples barbares. Quelques semaines plus tard, au musée d'Arles. La statue en bronze de la victoire est en restauration. Tu vois comme c'est soulevé là. Là, tout ça. Et les premières impressions de Luc se confirment. Frédéric, la restauratrice, fait une magnifique découverte. La victoire est couverte d'une pellicule d'or. À ses côtés, Pascal, chargé de la conservation des objets. C'est une zone qui est très altérée. Donc, Jour après jour, elle découvre la statue en retirant la couche de corrosion, résultat des siècles passés dans le Rhône. c'est une micro-fouille. On est les archéologues de la statue. On fouille par stratigraphie aussi. On descend progressivement, on remonte le temps en fait, jusqu'à atteindre la surface à l'époque originelle. Dans quelles circonstances ce magnifique bronze doré a-t-il été jeté dans le Rhône? Pascal a peut-être la réponse à cette question. Tout ça là, c'est de l'or là en dessous. Tout ça? Oui. Oui. Là, il n'y en a plus, mais là, il y en a. La statue, pense-t-elle, a été arrachée au cours sans doute d'une des destructions du quartier. Tous les jours, on la regarde et tous les jours, il y a une lumière différente et tous les jours, on voit quelque chose qui est différent.
On a 2 perforations qui correspondent probablement à des rivetages, donc qui disent qu'elle était nécessairement adossée. C'est un haut relief, donc elle était adossée à quelque chose. Ensuite, on se rend compte, on a vu qu'il y avait 2 fissures importantes, une ici, on en a une autre ici. Donc ça nous a éventuellement laissé supposer qu'effectivement, à un moment donné, il y avait eu un mouvement de levier extrêmement violent pour l'arracher, ou en tout cas pour la soulever, qui éventuellement avait pu produire cette rupture mécanique dans la matière ici. Oui, je pense que ces 2 traces, ça semble volontaire. Il y a une pression mécanique très importante pour l'arracher de cette manière-là. C'est sûr que ça a été violent. Un indice supplémentaire dans l'enquête de Luc sur l'histoire de la rive droite du Rhône. Waouh, l'œil. Ça commence, La vache. Ça commence à venir. En fait, même l'œil est doré. Là, on voit des petites parties d'or qui apparaissent sur les 2 yeux. Elle change d'aspect, là, en effet. Ah, je comprends qu'elle ait pu être convoitée, afin qu'on ait voulu l'arracher, la prélever pour la récupérer, surtout si les gens pensaient qu'elle pouvait être tout en or, en fait. Il faut dire aussi que le passé de la ville d'Arles est connu, il est riche. Hein.